Nous sommes samedi 13 décembre 2025. Fidèles téléspectateurs de Chérif la télévision, merci pour votre constante fidélité à nos programmes. Bienvenue dans ce 18h. L'Institut africain de formation en pédagogie, recherche et évaluation en sciences de la santé a lancé jeudi dernier à Bamako l'atelier international de préparation pédagogique des candidats au concours d'agrégation du CAMES. La cérémonie s'est tenue dans l'amphithéâtre Pierre Penn des facultés de médecine et d'odontostomatologie en présence de représentants des ministères de la Santé, du Développement social et de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Hassanatou Traoré pour le commentaire. L'ouverture de cet atelier marque une étape décisive pour les candidats issus des 8 pays engagés dans la consolidation de leurs connaissances et compétences en vue de l'obtention du grade d'agrégé dans les sciences de la santé, une préparation qui revêt un enjeu stratégique pour ces futurs candidats. L'initiative s'inscrit dans une volonté de promouvoir l'excellence, d'encourager la coopération entre universités africaines et de consolider le capital humain au sein de l'espace CAMES. Nous avons reçu des actes de candidature de 11 nationalités, dont 9 dans ce premier atelier, avec la participation de 3 éminents professeurs titulaires, membres du jury du CAMES, venant de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Bénin. Chers candidats, durant ces 2 semaines, vous bénéficierez de l'encadrement des professeurs nationaux et étrangers, experts en la matière. Les travaux porteront sur l'élaboration des objectifs pédagogiques, les méthodes et des techniques d'enseignement, les méthodes et des techniques d'évaluation et les critères du CAMES. C'est une étape cruciale vers l'obtention de votre titre de professeur agrégé du CAMES, un titre essentiel pour la communauté académique. Je vous encourage à profiter pleinement de la richesse des échanges et l'expérience de vos facilitateurs rompus à la tâche. Les différents intervenants ont salué la pertinence de cet accompagnement pédagogique, rappelant qu'il constitue un appui essentiel dans la construction d'une carrière académique solide et performante. Grâce à cette formation, j'ai pu apprendre à identifier mes lacunes en tant qu'enseignant et au jour d'aujourd'hui, je ne fais qu'essayer d'améliorer mes compétences. J'enseigne généralement au niveau de la première année, donc c'est une discipline fondamentale que j'enseigne et très souvent c'est difficile pour les étudiants de comprendre cette science fondamentale avant de l'avoir en termes d'application. Et grâce à cet enseignement, j'ai pu développer des outils qui me permettent de faire la connexion entre le théorique et la pratique. Et je peux vous assurer que les étudiants comprennent mieux parce que mon cours est mieux monté. Les exemples que je prends sont beaucoup plus concrets et beaucoup plus pratiques et très souvent on doit les adapter au contexte. Donc cette fois-ci, mes exemples ne vont pas être adaptés à ceux qui viennent de l'Europe ou de l'Occident, mais je vais les adapter au contexte malien par rapport aux étudiants pour qu'ils puissent essayer de l'adapter mieux. Le représentant du ministre de la Santé et du Développement social a exhorté les candidats à faire preuve d'engagement et de persévérance tout au long de l'exercice, soulignant la portée sociétale de leur future mission. L'agrégation est plus qu'un titre. C'est l'accès à une triple mission sacrée, à savoir celle des soins. C'est-à-dire continuer à offrir à nos concitoyens les soins accessibles et de qualité, la recherche, repousser les limites de la connaissance pour repenser à la médecine de demain, la pédagogie, transmettre votre savoir, votre éthique et votre passion aux nouvelles générations de médecins, de pharmaciens, de chercheurs et de professionnels de santé. Que vous soyez des modèles de rigueur scientifique et d'humanisme, nous attendons que vous portiez la recherche appliquée au plus près des besoins de nos populations, mais surtout, nous attendons que vous formiez des médecins, des pharmaciens compétents, mais aussi conscients de leur rôle social et de leurs responsabilités éthiques. Face au nombre élevé de candidatures, l'IAF-Presse annonce que d'autres sessions seront organisées afin de répondre à la demande croissante. La cérémonie s'est achevée par la remise de distinctions à plusieurs personnalités présentes.
La salle de conférence de l'opérateur de télécommunications Move Africa Malitel a servi le jeudi dernier de cadre au lancement de la nouvelle carte Visa co-brandée UBA Move Money. Cérémonie au cours de laquelle une convention a été co-signée par le directeur général de Move Africa Malitel et la directrice générale de UBA Mali, Madame Hako Dehorokia Kone. Plusieurs responsables des deux structures ont pris part à l'événement. C'est un commentaire signé par Kafne Bachili. Dans le cadre de leur partenariat solide et fructueux, la société des télécommunications Move Africa Malitel et la banque UBA Mali entendent bâtir une relation durable afin de répondre à l'ensemble des besoins actuels et futurs de leur clientèle. Cependant, les deux institutions souhaitent également contribuer à l'inclusion financière et à la digitalisation de notre pays, domaine dans lequel elles aspirent à jouer un rôle majeur. Cette présente cérémonie du lancement de la nouvelle carte Visa co-brandée UBA Move Money, selon le directeur général de Move Africa Malitel, M. Abdelaziz Bidine, marque la poursuite d'un partenariat déjà riche entre les deux sociétés. Un outil moderne, simple et sécurisé, parfaitement adapté aux besoins de mobilité et de praticité de l'ensemble de leurs clients. Quant à la directrice générale de UBA Mali, Mme Hako Rokia Kone, dans son intervention, a tenu particulièrement à féliciter l'ensemble de l'équipe commerciale et technique de Move Africa Malitel et celle de UBA Mali pour leur esprit de créativité et leur rigueur dans la concrétisation de ce projet. La cérémonie du lancement de la carte Visa prépayée co-brandée UBA Move Money a été sanctionnée par la signature de la convention par les deux responsables des deux institutions, suivie d'une prise de photos pour immortaliser l'événement. L'actualité sur tout autre plan, la cour de la Médersa Saad Ziwaza a abrité les cérémonies manifestes et commémoratives de la date anniversaire de Fatmata Zahra, fille du saint prophète Mohammed et paix et salut sur lui, une initiative de Madame Haidara Fatmata Traoré, épouse du guide spirituel des Ansar. Nous retrouvons Kafne Batili. Fatoumata Zahra, la fille bénie du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est l'incarnation de la femme pieuse. Femme musulmane vertueuse, normal donc de faire des rappels sur les caractères sages de Fatima Zahra. C'est fort de cette conviction que sa date anniversaire est célébrée tous les ans par Madame Haidara Tanti Fatmata Traoré, épouse du guide spirituel des Ansar, Seyd Chérif Ousmane Madani Haidara. Ponctueux d'une série d'activités, notamment des salubrités, de jeux d'enfants, des conférences débats, de prêches. Cette semaine à l'honneur de Fatima Zahra s'achève ainsi par cette grande cérémonie ponctuée des rappels des nobles qualités de Fatima Zahra. Je salue Madame Haidara Fatima Traoré. Salutations et beaucoup de bénédictions. Vraiment, qui forme une femme, c'est un pays entier qu'elle vient de former tout de suite. Donc, elle nous a appris à travers Firdaus à fabriquer du savon. Le savon, tout le monde sait que c'est utile dans la vie de nous tous. Tout le monde a besoin du savon et à tout moment, en toute période. Donc, vraiment, on a beaucoup appris avec l'atelier Firdaus dans la fabrication du savon, eau de javel, le savon liquide et tout. Et avec beaucoup d'autres choses. Voilà, on la remercie beaucoup et demander à Dieu de la donner longue vie, santé et beaucoup de bonheur. Et à toute la famille chérifienne aussi. Cette cérémonie marque la 20e édition organisée par Madame Haidara Fatoumata Traoré. Pour cette année, elle est placée sous le thème fondamental et d'une actualité brûlante. L'éducation des enfants à la lumière de Seyda Fatima Zahra face aux défis des réseaux sociaux. Chères mamans et chers papas du monde entier, l'éducation de nos enfants n'est pas seulement le devoir, elle est le socle de l'avenir de la Oumma. L'ère des réseaux sociaux et de l'omniprésence des écrans impose une réalité souvent source d'inquiétude. Face à cette culture du tout de suite, Seyda Fatima Zahra nous a montré la voie d'une éducation complète,
faite de discipline morale et d'une affection inconditionnelle. Elle a éduqué des phares de l'islam, l'imam Hassan et l'imam Hussein, en leur enseignant le discernement entre le bien et le mal à travers un dialogue constant, tout en leur préparant aux grandes responsabilités. Aujourd'hui, cet héritage nous oblige. Il est impératif d'intégrer cette sagesse ancestrale à nos réalités modernes. Nous devons maîtriser l'usage des écrans, comprendre les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux pour pouvoir guider nos enfants et non les laisser seuls face à un monde virtuel souvent hostile. Chers invités, permettez-moi de remercier très chaleureusement notre chère tante, Madame Haïdara Fatoumata Traoré. Allongeant la liste des œuvres de générosité menées toute une semaine, Madame Haïdara Tanti Fatoumata Traoré, épouse du guide spirituel des Ansar, Seydi Chérifa Ousmane Madani Haïdara, n'a pas lésiné sur les moyens à travers la remise des denrées alimentaires aux nécessités, la distribution des habits et autres gestes de bienfaisance pour un montant de plus d'1 200 000 de nos francs. Donc aujourd'hui, nous célébrons Tanti Fatoumata qui a initié cette journée. Sinon, toutes les autres mamans quand même ont leur journée. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour Tanti Fatoumata. La formation qu'elle a eu à initier à l'endroit des femmes de cette association, je pense que c'est salutaire. Parce que quelqu'un qui autonomise une femme, je crois que tu as aidé toute une nation. Donc, raison pour laquelle nous félicitons l'association Aïbaura et Fatoumata Zahra pour cette belle initiative et nous les exhortons à multiplier ces genres de formations pour que chaque femme soit autonome dans son foyer. Une fois que la femme est autonome, elle peut épauler son époux. Donc l'autonomisation de la femme ne veut pas dire que la femme est au-dessus de l'homme. Non, loin d'être là. Mais ça permet quand même à la femme de pouvoir aider son époux à pouvoir relever les défis au sein de son foyer et en même temps subvenir à ses besoins elle-même. Donc c'est pour cette raison que l'initiative elle est très salutaire. Nous remercions Tanti Fatoumata et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que chaque année quand même qu'il y ait d'autres formations et que les formés soient plus nombreuses que pour cette année. La formation s'est très bien passée. C'était une formation à la hauteur. C'était une formation qui était vraiment utile pour ces femmes. Nous remercions vraiment Tanti Fatoumata Traoré qui a eu une initiative d'aller vers ces genres de formation pour l'autonomisation et pour aider encore d'autres femmes. Donc tout ce que moi je peux dire à ces femmes, c'est de continuer à se battre, pour que l'initiative dont nous avons pris pour l'anniversaire de Fatoumata Zahra ne soit pas vaine. Donc pour encore encourager Tanti dans ses efforts, tout ce que je peux dire à ces dames, de prendre leur courage en deux mains et essayer de se battre toujours pour que ce que nous attendions ce qu'elles deviennent dans l'avenir, que ce soit le cas, vraiment. L'instant est mis à profit pour récompenser les multiples efforts fournis par Mme Haïdara Tanti Fatoumata Traoré, épouse du guide spirituel des Ansar. Ainsi, plusieurs présents lui ont été offerts, dont un Coran en tableau, un tableau de remerciement de l'association Haïbaou Fatima Zahra. À tour de rôle, les différents intervenants ont de vive voix remercié Mme Haïdara Tanti Fatoumata Traoré, épouse du guide spirituel des Ansar, pour ses bienfaits et son amour pour les descendants du saint prophète Mohamed paix et salut sur lui. Remise d'attestation de formation et de reconnaissance et la Fatiha ont clos la 20e édition de l'anniversaire de Fatima Zahra. Vivement la prochaine édition. Voilà, nous restons avec l'association Fatima Zahra sous la présidence de Mme Haïdara Tanti Fatoumata Traoré, épouse du guide spirituel des Ansar, qui a donc procédé à la coupure du gâteau d'anniversaire de Seyda Fatima Zahra, la fille du saint prophète Mohamed paix et salut sur lui. C'était dans la famille chérifienne à Bankoni. Nous voyons ce commentaire signé par Khadija Traoré.
L'événement, organisé par Mme Haïdara Tanti Fatoumata Traoré, présidente d'honneur du mouvement Aïbaou Fatima Zahra, a réuni des amoureux de la fleur du paradis, Seyda Fatima Zahra alayhi salam, autour des magnifiques gâteaux en couleur vert olive, symbole de l'amour et de la délicatesse. Les participants ont exprimé leur amour et leur admiration envers Seyda Fatima Zahra à travers des chansons et des ovations, créant une atmosphère joyeuse et spirituelle. La célébration a été l'occasion de se rassembler et de partager des moments de fraternité et de communion. Seyda Fatima Zahra alayhi salam, connue pour sa générosité, sa compassion et sa dévotion, est un modèle pour les musulmans du monde entier. Sa vie et son héritage continuent d'inspirer et de guider les croyants dans leur cheminement spirituel. Voilà, vous l'aurez compris, c'était donc la coupure du gâteau de l'anniversaire de Fatima Zahra sous la présidence de Seyda, de Madame Haïdara Tanti Fatoumata Traoré. Vivement donc la prochaine édition. Direction Kaye, où Seydi Chérif Ousmane Madane Haïdara, donc pardon, le fils de Seydi Chérif Ousmane Madane Haïdara, Seydi Chérif Ahmed Tidiane Haïdara, a effectué une série de visites pendant qu'il était lors des obsèques du patriarche de Hamenyang. Voyons le récit de nos envoyés spéciaux Al-Hamidou Badini et Fousseni Keïta. En premier lieu, le fils du guide spirituel des Ansar, Seyyid Chérif Ahmed Tidiane Haïdara, est allé présenter les condoléances de la famille chérifienne à la famille Konaté suite au décès de la mère du fervent militant Cheikh Oumar Konaté. Il y est reçu dans la plus grande amabilité, avec à la clé la formulation des bénédictions de part et d'autre. Seyyid Chérif Ahmed Tidiane Haïdara de revenir sur les vertus cardinales qui caractérisaient la défunte, qui aura consacré toute une vie au rayonnement de l'islam authentique. Grande était la joie dans la famille Konaté de recevoir un des descendants du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui, notamment le fils du guide spirituel des Ansar, Seyyid Chérif Ousmane Madani Haïdara. Dans la même ferveur, l'enfant prodige du guide spirituel des Ansar est allé visiter le chantier devant servir de siège aux militants Ansar. Une fois sur place, il a exprimé sa joie et formulé des bénédictions pour le parachèvement des travaux. À quelques mètres de là, Seyyid Chérif Ahmed Tidiane Haïdara visite un autre projet de la section Ansardine de Kaye, une savonnerie. Le fils du guide spirituel des Ansar a exprimé sa satisfaction face à cette initiative et formulé des bénédictions pour la prospérité de l'entreprise. Dans la même ferveur, toujours à Kaindi, l'hôte de marque est cette fois-ci reçu dans la plus grande courtoisie par Gundoso. Les mots de remerciement de part et d'autre et les bénédictions d'usage. Le lendemain, dimanche 7 décembre, dans la matinée, Chérif Ahmed Tidiane Haïdara a pris congé des militants et sympathisants Ansar de la Cité des Rails. Direction l'aéroport international de Kaye pour se rendre à Bamako. À présent, Moussa Foma nous commente l'essentiel du reste de l'actualité en images et en brève. Assimi Goïta officialise la création de la banque commune de l'AES. Celui qui assure la présidence tournante de l'AES a reçu à Bamako les ministres des Finances et de l'Économie de la Confédération, venus finaliser un chantier stratégique concernant la création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement, rapporte la présidence malienne. La délégation se composait du ministre malien de l'économie, Aluseni Sanou, de son homologue burkinabé Aboubakar Nakanabo et du premier ministre nigérien Ali Lamine Zeyn, ce dernier assurant également les fonctions de ministre des Finances.
Objectif de la rencontre, présenter les résultats des travaux techniques menés ces derniers mois, ainsi qu'obtenir les orientations finales pour lancer officiellement la nouvelle institution financière. Nous avons travaillé à valider les statuts de la banque. Nous avons procédé à la signature des statuts, ce qui marque la création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement, a déclaré Aboubacar Nakanabo à l'issue de la rencontre. La future banque de l'AES aura pour vocation de mobiliser des ressources souveraines et servira à financer les projets les plus importants, notamment les routes et l'ouverture des régions isolées, l'agriculture et la sécurité alimentaire, l'énergie et les connexions entre les pays, le soutien aux entreprises privées qui correspondent aux priorités nationales. Après le coup d'État manqué à Cotonou, 200 soldats nigérians et ivoiriens sont présents au Bénin selon un ministre. Ils sont venus prêter main forte aux forces de défense et de sécurité béninoises dans le cadre de l'opération de ratissage, a déclaré le ministre béninois des Affaires étrangères Olusegun Adjadji Bakari lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue nigérian à Abidjan. Nous avons sollicité l'intervention du Nigeria et d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone et le Ghana, qui ont également offert leur soutien dans le cadre du protocole de la CEDEAO, a-t-il indiqué. Déjà, le 7 décembre, jour de la tentative du coup d'État, la CEDEAO avait annoncé qu'elle allait immédiatement déployer des troupes dans le cadre de sa force en attente. Des forces françaises sont également intervenues sur le terrain. Le 7 décembre, un groupe de militaires béninois a lancé une attaque contre la résidence du président Patrice Talon à Cotonou. Le chef d'état-major de l'armée de terre et le chef de la garde nationale ont été pris en otage. L'attaque contre la résidence de Talon a été repoussée par l'armée béninoise avec l'appui des militaires nigérians. Une douzaine de mutins ont été arrêtés. Leur leader, le lieutenant-colonel Pascal Tégré, est en fuite. Le Burundi ne veut pas la guerre, mais prêt à se défendre face au Rwanda, selon son chef de la diplomatie. Nous avons un canal de communication avec le Rwanda, il est toujours là. Le Burundi n'a jamais cherché la guerre contre qui que ce soit, et nous restons dans la même logique. Mais le Burundi a le droit de se défendre s'il est attaqué, a souligné le ministre burundais des Affaires étrangères, Edouard Bizimana, dans un entretien accordé à un média français. Il a par ailleurs réclamé des sanctions internationales contre le Rwanda qu'il accuse de soutenir le M23. Précédemment, Edouard Bizimana avait qualifié l'avancée récente des rebelles de gifles et d'affront aux efforts de paix portés notamment par Washington. Le chef de la diplomatie burundaise a rappelé que début décembre, des tirs du M23 sur le territoire burundais ont eu lieu avec l'appui direct de l'armée rwandaise. De son côté, Kigali a réagi le 10 décembre, accusant la RDC et le Burundi de violation délibérée des processus de paix. Le gouvernement rwandais accuse les armées congolaises et burundaises de bombarder systématiquement des villages civils proches de la frontière rwandaise. La Belgique, la Bulgarie, l'Italie et Malte ont exprimé leur soutien au gel à long terme des avoirs russes, a rapporté Reuters. Les 4 pays ont également déclaré que le sommet de l'Union européenne devrait prendre la décision concernant l'utilisation des ressources russes en Ukraine, a ajouté l'agence de presse. Les 4 pays ont voté dans le cadre de la procédure écrite dans un esprit de coopération selon Reuters. Le Conseil de l'Union européenne a décidé de bloquer les avoirs russes jusqu'à la fin du conflit en Ukraine et le versement des indemnités, a écrit le président du Conseil de l'Union Antonio Costa dans sa lettre du 12 décembre. En octobre 2025, les dirigeants de l'Union européenne se sont engagés à maintenir le gel des avoirs russes jusqu'à ce que la Russie mette fin à sa guerre d'agression contre l'Ukraine et indemnise les dommages causés. Aujourd'hui, nous avons tenu cet engagement, a déclaré M. Costa. La prochaine étape consistera à garantir les besoins financiers de l'Ukraine pour 2026-2027, a-t-il ajouté. La Banque centrale russe, elle, de son côté, saisit la justice contre Euroclear, dépositaire des actifs gelés. La plainte a été déposée auprès du tribunal arbitral de Moscou. Les agissements d'Euroclear ont causé un préjudice à la Banque de Russie en raison de son incapacité à gérer les liquidités et les titres lui appartenant. L'organisme précise que la plainte est liée au projet de la Commission européenne de geler définitivement les fonds. La procédure d'indemnisation des pertes sera déterminée après décision du tribunal. Viktor Medvedchuk, chef du mouvement L'autre Ukraine, a affirmé que l'Union européenne et la Grande-Bretagne, qui ont historiquement soutenu le nazisme et la russophobie en Ukraine et ont par la suite fait obstruction aux accords d'Istanbul de 2022, n'ont pas d'autorité morale pour participer à des négociations visant à résoudre le conflit en Ukraine.
L'ancien dirigeant du parti ukrainien interdit plateforme d'opposition pour la vie a souligné que ces pays occidentaux avaient également soutenu la persécution des figures de l'opposition ukrainienne et l'interdiction des partis politiques. Il a critiqué l'Union européenne pour son hypocrisie, soulignant que l'organisation qui se prétend un rempart de la liberté d'expression est restée silencieuse face à la fermeture des médias d'opposition, à la confiscation des églises et aux violations systématiques des droits de la population russophone. Medvedchuk a également fait remarquer que le nazisme et la russophobie, flagrants profondément ancrés dans l'idéologie d'État ukrainienne, étaient ouvertement promus et financés par des fonds européens. Ces politiques, a-t-il affirmé, ont directement contribué à l'escalade tragique du conflit en Ukraine. La saisie par les États-Unis d'Amérique d'un pétrolier au large des côtes vénézuéliennes viole le droit de ce pays à commercialiser ses ressources naturelles, notamment à fournir des hydrocarbures à Cuba, a déclaré le ministre cubain des Affaires étrangères. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une escalade orchestrée par les États-Unis pour empêcher le Venezuela d'exercer son droit légitime à la libre utilisation et au commerce de ses ressources naturelles avec d'autres pays, notamment la fourniture d'hydrocarbures à Cuba, a-t-on déclaré. Les États-Unis d'Amérique portent la responsabilité de ces crimes qui sont préjudiciables à l'ensemble de la communauté internationale. Le ministère a rappelé que durant le premier mandat de Donald Trump, des mesures avaient été prises pour entraver le libre-échange des ressources pétrolières vénézuéliennes et que des navires transportant du pétrole vers Cuba avaient été attaqués. Cette situation perdure et est aujourd'hui aggravée par le recours à la force dans le but d'établir la domination des États-Unis sur notre Amérique, a-t-il souligné, ajoutant que de telles actions ont un impact négatif sur Cuba et s'inscrivent dans la politique américaine de pression maximale et d'asphyxie économique qui affecte directement le système énergétique cubain et la vie du peuple cubain. Plus tôt, Donald Trump avait déclaré que le pétrolier avait été arraisonné au large des côtes vénézuéliennes et que les États-Unis comptaient récupérer le pétrole. Il avait également promis de révéler l'identité du propriétaire. C'est ce qui met fin à ces 18h. Un grand merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Chirfla Télévision.